Bonjour à tous, il est Thénard qui a commencé sa carrière à la Cour des comptes avant de passer 8 ans au sein du groupe Total, ancien directeur général délégué du groupe Poweo. Il préside depuis 2009 la filiale française du numéro 1 allemand de l'énergie, E.ON. Bonjour Luc Poyer. Bonjour Pascal. Alors tout le monde ne connaît pas forcément E.ON France. Parmi les gens qui nous regardent, ce que je vous propose, c'est de commencer par donner quelques grandes masses pour bien situer le poids du groupe dans l'Hexagone. Alors E.ON France est effectivement un acteur présent dans l'Hexagone depuis des années, depuis 8 ans. Aujourd'hui, il est le 3e producteur d'électricité et un fournisseur de gaz et d'électricité depuis plus de 15 ans. Oui. Donc, un acteur modeste, peu connu, mais qui gagne à l'être. Ouais, historiquement, je le rappelle, oui. E.ON a repris les actifs de production d'un groupe qui s'appelait l'Asnet, qui était une filiale des Charbonnages de France. Exactement. Donc on a un ancrage fort dans les territoires français. En nombre de salariés et de clients, ça fait combien E.ON France aujourd'hui? Alors en nombre de salariés, on est un peu plus de 600 en France et on a aujourd'hui plusieurs milliers de clients. Traditionnellement, on avait à peu près 200 clients industriels. Oui. Et maintenant qu'on se développe vers les clients SME, enfin PME, PMI, on a plusieurs milliers de clients. Ouais, vous vous développez sur ce segment de clientèle parce que les tarifs réglementés disparaissent, ont disparu et continuent de disparaître progressivement, segment par segment. C'est un changement bienvenu parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que 8 ans après l'ouverture totale du marché des professionnels à la concurrence pour le gaz et l'électricité, ça n'avait pas vraiment bougé jusque-là, hein, avec une domination encore très importante d'EDF et d'Engie. Tout à fait. Donc sur l'électricité, effectivement, l'ouverture du marché s'élève à peu près 10% des sites, 40% sur le gaz. Et il y a une échéance très importante pour les entreprises à la fin de l'année, comme vous le savez, c'est que tous les PME, PMI qui sont au tarif vert et jaune, donc 468 000 sites sont concernés, doivent sortir de ces tarifs. S'ils ne l'ont pas fait, ils passeront à un tarif dit transitoire pendant 6 mois, avec une augmentation des prix de l'ordre de 10 à 15%, et ensuite des tarifs de plus en plus dissuasifs. Donc il y a vraiment une impulsion pour sortir de ces tarifs, et nous on est là pour proposer des tarifs, des prix, pas des tarifs, justement des prix de marché, vous voyez comme on est marqué par le système, des prix de marché de l'ordre de 10 à 15% moins cher aujourd'hui, et par rapport aux tarifs transitoires de 20 à 30%. Donc une entreprise concrètement, un hôtel qui consomme 300 MWh, une facture d'à peu près 30 000 euros. Si elle n'est pas sortie, elle pourrait voir sa facture augmenter de 10 000 euros. Oui. Il est temps de bouger. C'est significatif. Voilà. J'imagine que tous les fournisseurs vont se positionner à peu près sur ce niveau de prix. Alors, oui et non. Nous, je pense qu'on est particulièrement compétitifs. Parce qu'on a cette tradition justement de travailler avec des industriels, donc des gens qui regardent, qui comptent leurs sous et qui ont raison de le faire, qui demandent une visibilité, une clarté. Donc on est, je le disais, jusqu'à 15%. Je crois qu'on est quand même, on fait le maximum. On est capable aussi, donc, sur ces 15%, de présenter des offres vertes également compétitives. Je pense que c'est le bon moment de le faire. Verte, ça veut dire offre 100% renouvelable, garantie 100% renouvelable. Exactement. Et donc si vous avez une facture pour 1 ou 2% de différence de prix, donc comme vous réduisez votre facture de 10 à 15%, c'est vraiment maintenant qu'il faut le faire. Bien entendu, les services énergétiques peuvent être ajoutés. Donc je pense que c'est vraiment l'offre est pas chère. Donc offre, ce qu'on dit, c'est clair, vert et pas cher. Oui, je reviens à cette offre verte. Ça devient un vrai argument. Et vous sentez une vraie attente chez vos clients professionnels aujourd'hui pour ce type d'offre? On sent un vrai changement depuis 1 an. C'est tout à fait étonnant. C'était une offre marginale, le vert. C'était quelque chose de un petit luxe. Presque un gadget à une époque. Voilà, exactement. Et maintenant, on l'offre, nous, en offre standard, et on voit que plus du tiers de clients la prennent, et je pense qu'ils ont raison. Et de notre côté, fort de cette impulsion, on va aussi améliorer les offres. Par exemple, on a une expérience, comme on est aussi industriel, on rachète de la production à des clients qui en ont. Par exemple, on rachète beaucoup de production à des petits producteurs d'électricité. Donc on va développer ça, on sera non seulement fournisseur, mais aussi acheteur, et on va, je pense, aller progressivement, dès lors qu'il y a ce fameux consentement à payer de certains acteurs, aller vers des offres de plus en plus vertes, effectivement. Ouais, ça peut surprendre venant d'un producteur, je le disais en vous présentant, qui est historiquement marqué charbon. Aujourd'hui, ça veut dire d'abord, vous êtes vous-même doté d'actifs de production verts, solaire, éolien. Solaire, éolien, biomasse, oui. Et vous rachetez sur le marché une offre à certains petits producteurs. Et on rachète de la petite hydro. Et on est effectivement, et c'est intéressant dans le cadre de COP21, je pense qu'il faut évaluer les acteurs non seulement en fonction de leur niveau d'émission, c'est bien, mais aussi en fonction de l'effort qu'ils font
pour la transition énergétique. Et un acteur comme nous, historique au sens présent dans le thermique à flamme, a fait un effort considérable. Je crois qu'on est peut-être celui qui a fait le plus gros effort en France de décarbonation de notre mix. Donc, comme vous l'avez dit, mettre du solaire, mettre de l'éolien, mettre de la biomasse. Et cette expérience, elle nous donne vraiment une crédibilité quand on se met à faire des offres vertes. Alors j'aimerais qu'on parle d'E.ON, pas seulement E.ON France, mais E.ON qui est en plein virage stratégique, E.ON qui rencontre de grandes difficultés depuis quelques années, et notamment depuis l'annonce de la sortie du nucléaire en Allemagne, et puis la baisse des prix liée à la montée des renouvelables sur le marché européen. Ce qu'a annoncé le groupe, et il a été le premier à le faire en Europe, c'est une scission de ses activités entre, je vais schématiser, entre la vieille énergie d'un côté et l'énergie propre ou l'énergie d'avenir de l'autre. Cette scission, elle est en marche, elle va se concrétiser par la création d'une nouvelle entité début 2016 qui regroupera les centrales thermiques d'E.ON. Dans quelle mesure est-ce que ça vient toucher le périmètre d'E.ON France? Alors, avant de toucher le périmètre, on a une analyse stratégique, les mots comptent. Oui, vous allez donc, revenir voilà, sur je reviens. Donc, on a travaillé la Vienne et le Nouveau Monde. Donc, d'abord, on a été effectivement les premiers à prendre ce virage stratégique dans un ensemble, dans un secteur énergétique qui est très secoué par différents événements économiques comme la baisse des prix des commodités, comme effectivement l'arrivée du renouvelable qui oblige en masse en Allemagne, qui oblige à des adaptations très fortes. Et le constat qu'on a fait effectivement, c'est celle de l'existence d'un nouveau monde centré sur les services énergétiques, le client, la distribution, et d'un monde conventionnel. Je dis pas d'un ancien monde, j'ai bien dit d'un monde conventionnel, parce que notamment dans les pays émergents, il est absolument clé. Où on retrouve la génération centralisée, donc les grandes centrales thermiques, mais aussi la grande hydroélectricité, par exemple, qui est du renouvelable, ou les grosses unités de biomasse, et le négoce international. Donc ces deux mondes vont exister, doivent coexister, et ce qui est très important, c'est que l'innovation n'est pas le monopole du nouveau monde. Par exemple, dans le monde conventionnel, il va falloir faire du captage, transport, stockage de CO2. Les technologies comme l'hydrogène, le stockage d'hydrogène va être aussi fondamental dans le monde conventionnel. Ça, c'est pour le tableau général. En France, nous sommes un acteur certes significatif, puisque avec un peu plus d'1 milliard de chiffre d'affaires et une taille, un rôle important dans l'équilibre du système électrique, mais nous, dans les circonstances actuelles, dans ce marché français qui est globalement intégré quand même, qui reste intégré, nous avons choisi de ne pas scinder l'entité française. Donc l'entité française rejoindra entièrement Uniper. Uniper qui est donc la nouvelle entité rassemblant les actifs de production thermique conventionnelle. Du monde conventionnel, voilà. Et ce, à partir du début... Du 1er janvier sur le plan opérationnel, oui. Sur le 1er janvier 2016 sur le plan opérationnel. Et ensuite, il y a un certain nombre d'étapes juridiques qui s'étaleront tout au long de l'année 2016. 2016, E.ON France deviendra donc Uniper France. Vous allez changer de nom ? Oui, on va changer de nom et on va encore une fois se concentrer sur nos clients. On a, peut-être j'avais oublié de signaler les chiffres en termes on représente quand même aujourd'hui 12 TWh, plus de 12 TWh de commercialisation, ce qui, pour donner un ordre de grandeur, représente par exemple la consommation d'une région comme la Picardie ou l'Alsace dans l'ancienne configuration. Ancienne configuration. Bien, on se reverra peut-être en 2016 pour parler de cette nouvelle entité. Très volontiers. Merci beaucoup, Luc Poyer. À bientôt. Merci.